Alors là, vous voyez, ça c'est vous en train de vous amuser avec un cerf-volant grâce à une petite brise. Et ça, c'est ce qui reste de votre maison après un ouragan géant. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement avant d'en arriver là et même en montant encore plus haut? Eh bien, rapprochez-vous mes perches pailletées puisque nous allons voir les conséquences dévastatrices si on augmente progressivement la vitesse du vent sur Terre. Alors je commencerai par vous montrer que seulement 1 km/h de vent peut être très problématique, puis on verra les dangers avec 60, 100, 200 et jusqu'à parler de vent cataclysmique de 1000 km/h, voire même 9000 km/h. Vous n'avez pas idée du bordel. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Mais alors, à quoi va ressembler la Terre et votre vie avec des vents aussi hardcore? Genre on commence gentiment avec 1 km/h. Alors bon, tout à l'heure, on verra que le vent peut provoquer des coupures de courant. Mais là, notre cobaye Gustave n'a aucun équipement pour faire face à cette situation, quoi. Et c'est là qu'intervient justement EcoFlow, qui est le sponsor du jour, avec la Delta 3 Plus. En fait, c'est une station d'énergie portable haut de gamme qui est très simple à utiliser. Et elle est optimisée pour s'adapter à tous les besoins. Pour votre maison, votre camping-car ou même vos aventures comme celle de Gustave. Et là, en fait, grâce à la technologie Extreme, eh bien, la Delta 3 Plus offre 5 options de charge ultra rapides. Donc, via une prise murale classique, un panneau solaire, un allume-cigare, le chargeur d'alternateur EcoFlow 800 watts ou même un générateur à essence. Voilà, avec tout ça, donc vous pouvez charger la Delta 3 Plus. Et malgré son design quand même compact, la Delta 3 Plus dispose de 11 sorties pour brancher vos appareils. Et grâce à sa puissance de 1800 watts, eh bien vous pouvez alimenter 99% des appareils électroménagers. Et on peut même monter jusqu'à 2400 watts avec l'option X-Boost. Donc ça c'est pratique par exemple si vous voulez brancher un sèche-cheveux ou même d'autres appareils qui consomment beaucoup d'énergie. Même si bon, là vous le verrez rapidement, mais la planète entière va bientôt devenir un sèche-cheveux géant. Et en termes de confort personnel, eh bien toujours la Delta 3 Plus fonctionne de façon ultra silencieuse. Du coup, vous pouvez passer une nuit paisible, travailler dans le calme et tout ça sans déranger les voisins. En plus, l'appli EcoFlow vous permet aussi de gérer intelligemment l'énergie. Par exemple, il y a le mode temps d'utilisation pour optimiser la recharge afin de faire des économies. Et même 12 heures avant un risque de coupure de courant dû à la météo, vous recevez une alerte. Comme ça, vous avez le temps de charger complètement la batterie à l'avance. Ce qui fait que là, Gustave, il va vite s'en souvenir de cette alerte. Bref, si vous êtes intéressé de commander la Delta 3 Plus, vous pouvez utiliser ce code-là en passant par le lien en description. Et nous, je pense qu'il est maintenant temps de voir les effets très problématiques en vrai d'un vent à 1 km/h. Alors il faut savoir, mais la nuit du 11 octobre 1492, eh bien le cours de l'histoire a été changé. Puisque cette nuit-là, Christophe Colomb a posé le pied sur une petite île des Bahamas. Alors bon, à la base en fait, il voulait prouver qu'on peut rejoindre l'Asie en traversant l'océan Atlantique. Sauf qu'après un long trajet en bateau, il vient de découvrir par hasard le continent américain. Et cette découverte donnera plus tard naissance à des pays, des guerres, Trump, Hollywood, Elon Musk. Mais tout aurait été différent sans le vent pour faire avancer les fameux bateaux de Christophe Colomb. Du coup, imaginez un instant si le vent sur Terre était beaucoup plus lent. Et disons que pour une raison inconnue, le vent souffle à seulement 1 km/h en continu. Alors déjà, je vous le dis, mais à cette vitesse, ça n'est pas assez pour agiter un drapeau, ni même pour dévier la fumée d'un feu. Donc, ça sera pas suffisant pour gonfler les voiles d'un bateau. Bon, autrement dit, si le vent allait à 1 km/h, les voiliers n'auraient jamais été inventés. Et du coup, Christophe Colomb n'aurait probablement jamais découvert l'Amérique. Parce qu'y aller à la rame, c'est quand même compliqué. Il n'y aurait jamais eu de pirates, d'éoliennes, de moulins à vent pour moudre le grain. Bref, l'histoire de l'humanité aurait été totalement différente. En fait, en moyenne, le vent souffle à 11 km/h à Paris, ou alors 18 km/h à Marseille. 1 km/h, c'est vraiment rien du tout. En fait, vous le remarquez même pas. Et pour vous, c'est comme s'il n'y avait pas de vent du tout. Mais bon, profitez-en, un peu comme là notre cobaye Gustave, parce que dans les prochaines étapes, on va vite parler de tempêtes extrêmes et de tornades. Alors bon, de base, le vent, il souffle quasiment partout sur Terre, à part quelques exceptions. Bon, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'ailleurs des lignes de Nazca au Pérou. Vous savez, c'est ces dessins-là, immenses, qui sont tracés directement dans le sol. Et c'était il y a environ 2000 ans. Alors c'est un peu bizarre, parce qu'en 2000 ans, le vent et la pluie auraient dû effacer ces dessins géants depuis très longtemps. Mais à Nazca, il y a un microclimat unique. Et en fait, là-bas, l'air, il chauffe très vite et très fort. Ce qui va créer des sortes de coussins d'air qui protègent les dessins contre le vent. Et ce qui explique pourquoi on peut encore les voir, même 20 siècles plus tard. Sinon, il y a aussi un autre truc bizarre, c'est la mer des Sargasses, où le vent, il ne souffle quasiment jamais. Bizarre. La mer des Sargasses, c'est juste ici sur le globe. Ça peut paraître fou, mais les voiliers peuvent rester bloqués des semaines entières sans avancer d'un iota. Alors évidemment, il y a une explication assez simple à tout ça. En fait, la mer des Sargasses, elle est proche de l'équateur, donc clairement l'endroit où le soleil il tape le plus. Ici, l'air chaud et humide est propulsé en hauteur, un petit peu comme une montgolfière. Il aura tendance à monter. Résultat, en fait, c'est con, mais comme l'air il circule que en hauteur, il n'a pas le temps de se déplacer horizontalement. Il ne peut pas pousser les voiles des bateaux. Parce que le vent, on le rappelle viteuf, mais c'est juste des
poches d'air de différentes températures qui se déplacent. Mais bon, le problème c'est que un vent de 1 km/h ne suffit pas pour déplacer ces poches d'air. Et du coup, les températures ne peuvent plus circuler comme elles le font normalement. Ça a un effet un peu dramatique parce que les endroits chauds vont rester chauds et la température va augmenter de plus en plus. Inversement, les endroits froids vont devenir de plus en plus froids. Et en plus de ça, les trucs qui se réchaufferaient le plus vite, ce serait probablement les océans parce qu'ils sont sombres, ils absorbent davantage de lumière. C'est un petit peu comme un t-shirt noir comme celui-là. Si je me balade avec ça en plein soleil alors qu'il fait chaud, je vais cramer. Et donc, si l'air se déplace pas, l'eau des océans va s'évaporer à toute vitesse à cause de la chaleur. Mais comme le vent est très faible, eh bien, l'eau va stagner au-dessus des océans et on va avoir des gigantesques nuages de pluie qui vont pas trop bouger. Et donc, il va pleuvoir très souvent sur les océans et au contraire, il ne pleuvra presque plus sur les continents. C'est assez dramatique, mais toutes les terres vont peu à peu s'assécher et tout va devenir des déserts au fil du temps. Les plantes, les animaux vont mourir de soif, les humains vont migrer en masse pour chercher des endroits avec de l'eau, un peu comme les migrations actuelles qui sont provoquées par le réchauffement climatique. Sauf que là, les gens ils migrent près des océans pour trouver de la pluie et fuir les déserts qui se répandent sur le monde entier. Bref, on dirait rien comme ça, mais un vent à 1 km/h, eh bien ça va finir par provoquer des centaines de millions de morts. C'est scientifiquement impossible qu'on ait un vent de seulement 1 km/h sur tout le globe, tout simplement parce que le soleil il chauffe la Terre et que la Terre elle tourne en 24 heures sur elle-même. Je connais cette théorie, oui. Mais continuons avec un scénario un peu plus réaliste pour voir ce qui se passerait si on avait des vents de 60 km/h. Bon, est-ce que vous êtes déjà allé en vacances vers Narbonne, Perpignan ou même dans le sud de la France? Eh bien, vous savez, entre les deux, on trouve la ville de Leucate qui est au bord de la Méditerranée. Et en fait, c'est là, dans cette ville, que se tient le Mondial du vent, tous les ans. En fait, c'est une compétition avec des sportifs de haut niveau en wingfoil, kitesurf ou même windsurf. En fait, des disciplines qui utilisent le vent pour prendre de la vitesse sur l'eau. Et en fait, la ville de Leucate, elle n'est pas choisie par hasard, puisqu'il y a presque tout le temps du vent là-bas. En fait, il souffle à plus de 60 km/h environ la moitié de l'année. Mais avec ce type de sport, le vent, il peut rapidement devenir dangereux. Je faisais du kitesurf depuis plus de 5 ans. Un jour, juste après avoir fait décoller ma voile, une grosse rafale m'a emporté. Ma voile m'a traîné par-dessus la dune et m'a fait raser le parking. Malheureusement, sur cette trajectoire, il y avait une femme, un enfant et un poteau que j'ai percuté tour à tour. La dame est restée plus de 3 jours dans le coma et a dû faire de la rééducation. Et ma moelle épinière a été endommagée. J'ai perdu l'usage de mes jambes pendant plusieurs mois. Et vous voyez, en fait, mais les accidents du style, il y en a tous les ans. Donc, une simple rafale, ça peut déjà être très grave. Mais vous voyez, la ville de Leucate, elle a de la concurrence à l'autre bout du monde. Avec notamment Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Parce que elle a la réputation d'être la ville la plus venteuse du monde. D'ailleurs, pour la blague, en fait, ils ont carrément installé ce panneau sur une colline. Et là aussi, la vitesse du vent dépasse les 60 km/h environ la moitié de l'année. Et ces jours-là, en fait, ça devient vraiment difficile de marcher dans la rue, impossible même d'ouvrir un parapluie. Mais malgré ça, on est encore très loin, comme vous allez le voir, du record du monde de vent. Et j'en parlerai plus tard. En tout cas, pour le moment, on va voir ce qui se passe si le vent souffle constamment à 60 km/h sur Terre. À cette vitesse-là, déjà, vous avez du mal à garder l'équilibre à cause du vent. Il va assécher aussi votre bouche, votre gorge, il irrite vos yeux, votre nez coule, vous avez moins chaud parce que ça chasse toute la chaleur. À cette vitesse, les branches des arbres commencent à se casser et là, attention parce que ça peut vraiment blesser n'importe qui à n'importe quel moment. Par exemple, en 2022, une promenade au parc de la Tête d'Or à Lyon a viré au drame puisque ce jour-là, le vent soufflait à peu près à 60 km/h et une maman s'est assise sur un banc avec son bébé de 4 mois dans les bras. Et là, quand tout à coup, une partie d'un arbre s'est brisée à cause du vent et lui est tombée carrément dessus. Elles ont alors toutes les deux été transportées en urgence à l'hôpital. Heureusement, toutes les deux s'en sont tirées avec des fractures et des blessures à la tête. Mais c'est pour dire qu'avec un vent à 60 km/h sur Terre, ce genre d'événement va se produire en masse. Et on peut s'attendre au moins à des milliers de blessés en plus des dégâts matériels. En plus, au niveau de la planète, les nuages et les poches d'air chaud et froid vont se déplacer plus vite. Du coup, en une journée, il va y avoir des fortes variations de météo. Un matin, il peut faire soleil, ensuite, il commence à faire super venteux, ensuite un orage terrible, ensuite une pluie diluvienne. Tout est accéléré. C'est un peu comme chez les Bretons. Dur. Allez, à demain. Mais le vent perturbe aussi certains animaux, notamment les oiseaux migrateurs, qui vont s'épuiser beaucoup plus vite en volant. Et c'est pas tout parce que les bateaux, les avions, les voitures vont consommer aussi plus de carburant. Et dans les villes, le vent va apporter pas mal de poussière. Bref, pour le moment, il n'y a rien de gravissime, on peut s'habituer à un vent à 60 km/h. Certaines villes y parviennent très bien. Par contre, à partir de 100 km/h, là, votre vie va commencer à être en danger. Alors faut le savoir, mais le mont Washington est connu pour être l'endroit le plus venteux des États-Unis. Parce que là-bas, en moyenne, le vent souffle à 100 km/h au sommet de la montagne. Et ça peut donner des vidéos assez impressionnantes, un peu comme celle-là avec ce journaliste.
Et du coup, on se demande, mais comment ils ont fait pour construire ces bâtiments avec autant de vent? Bonne question. Bonne question. Sinon, on trouve aussi des vents d'environ 100 km/h au sommet de l'Everest. Après, je vous rassure, Inoxtag ne risquait pas de s'envoler parce que au mois de mai, le vent diminue beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que tous les alpinistes montent l'Everest à ce moment-là. Après, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour trouver ce type de vent. Par exemple, en 2013, une série de tempêtes a touché les pays au nord de l'Europe. Et à l'intérieur des villes, le vent soufflait en moyenne à 100 km/h. On va maintenant imaginer que le vent à 100 km/h est partout sur Terre. Et du coup, ça fait que la Terre est désormais dans une sorte de tempête permanente. Et là, à cette vitesse, le vent arrache les tuiles et les cheminées des toits. Et il commence aussi à déraciner des arbres. Est-ce que vous vous souvenez de la tempête Kirk qui a touché la France il y a quelques mois? Parce que justement, on avait des rafales de vent à 100 km/h qui ont été mesurées à plein d'endroits dans le sud. Les trains ne circulaient plus dans les régions les plus touchées et les événements en extérieur avaient été annulés pour éviter les accidents. En plus, des arbres étaient tombés sur les routes, sur des voies de chemin de fer, sur des lignes électriques. Et d'ailleurs, c'est souvent à cause de ça qu'il y a des coupures de courant pendant les tempêtes. En l'occurrence, là, il y avait près de 60 000 foyers qui étaient privés d'électricité. Bon, après, en temps normal, les tempêtes, elles finissent par s'arrêter au bout de quelques jours. Mais si le vent continue à souffler non-stop à 100 km/h, les dégâts vont s'accumuler et s'aggraver. Et ça tombe bien puisque avec les tornades qui arrivent à la prochaine étape, la Terre va progressivement devenir invivable. Parce que, en attendant, faut déjà apprendre à vivre avec des coupures d'électricité très fréquentes. À part enterrer les câbles, c'est un peu compliqué, quoi. Par exemple, sur les côtes, le vent provoque des marées de tempête. En gros, une élévation anormale du niveau de la mer. Ce qui fait que les villes au bord de l'eau se retrouvent en partie inondées. Les antennes, les panneaux, et puis tous les objets légers sont balayés. Alors en plus, faut le savoir, mais en temps normal, les assurances remboursent les dégâts à partir d'un vent de 100 km/h. En dessous, ils considèrent que c'est pas suffisant. Sauf que le problème, c'est que elles ne pourront pas rembourser tous les dégâts avec 100 km/h non-stop. Elles sont pas taillées pour, c'est pas normal. Donc, c'est simple, soit elles vont être en faillite, soit les gens devront assumer eux-mêmes les dépenses. Mais ça ne s'arrête pas là. Le vent détruit aussi les récoltes dans les champs. En France, la tempête Kirk a détruit jusqu'à 40% des productions de maïs là où elle était passée. Juste pour info. La tempête a causé d'énormes dégâts et pertes sur tout le département. Le maïs reste au sol, souvent il est cassé, certains épis ont chuté, et ces épis qui sont au sol se gorgent d'humidité, développent différents types de maladies. On a donc une perte de rendement et de qualité par la chute et la destruction des plantes. Tout ça va s'additionner et ça va encore alourdir le bilan économique et la sinistrose. Donc on se retrouve avec des pénuries mondiales de certains aliments et de ressources. Et un vent à 100 km/h, il met carrément la vie des gens en danger. Sortir dehors est devenu dangereux par exemple. Et on commence à avoir au bas mot des milliers de blessés graves. Et même des morts qui seront hélas écrasés par des arbres ou des objets renversés par le vent. Mais bon, on va maintenant voir qu'à 200 km/h, le vent peut tuer en masse la population humaine. Est-ce que vous saviez qu'il y a une dizaine d'années, un Américain a battu un record dans un simulateur de vent? En fait, il a résisté face à un souffle d'à peu plus de 200 km/h. 200 km/h, on est vraiment à la limite de ce que le corps humain peut supporter. Et il raconte en fait qu'à cette vitesse, il est arrivé à peine à respirer car le vent était juste trop puissant. À cette vitesse, sa peau était tirée en arrière et il avait très mal aux oreilles à cause du vacarme que faisait le vent. En même temps, à 200 km/h, on parle quand même déjà d'un ouragan de catégorie 3, sachant que ça va jusqu'à 5. D'ailleurs, vous, est-ce que vous savez faire la différence entre un ouragan, une tornade, un cyclone et un typhon? Alors, une tornade, c'est un tourbillon de vent de petite ou de moyenne taille, comme celui-là. Globalement, elle reste à peu près au même endroit. Alors que pour les autres, ça n'a rien à voir avec la vitesse du vent. Tout va dépendre de leur emplacement géographique. En fait, on va parler de typhon quand c'est en Asie, d'ouragan en Amérique et de cyclone dans l'océan Indien et le sud du Pacifique. Et donc, vous remarquerez là-dedans que l'Europe est à peu près épargnée. Et bon, quel que soit l'emplacement, les dégâts sont très importants. Là, par exemple, on a une petite simulation d'une tornade à 200 km/h. Les bâtiments les plus fragiles, ils commencent à être détruits, par exemple à la Grange. Est-ce que vous avez souvenir, par exemple, de la terrible tempête qui s'appelait Xynthia en France, c'était dans les années 2010. Parce qu'on avait des rafales de vent à 200 km/h qui ont été enregistrées avec des pics à 238. Et pendant cette tempête, il y a eu des éboulements, des chutes d'arbres en masse, les routes et les voies ferrées étaient abîmées et les vents violents formaient de grosses vagues qui endommageaient les digues et les ports. Et au total, les dégâts ont été évalués à 2,5 milliards d'euros. Et dans le lot, on a eu 53 personnes qui sont mortes, rien qu'en France. Mais malheureusement, dans notre cas, dans cette vidéo, ce n'est que le début de la longue liste des victimes dont on va parler. Donc là, on vient de voir qu'avec un vent à 200 km/h, les ports deviennent inutilisables. Le truc, c'est que 80% des marchandises dans le monde, elles sont transportées par bateau, un peu comme ce gros porte-conteneurs. Alors imaginez si on ne peut plus utiliser aucun port. Très rapidement, mais vraiment en quelques mois, les pénuries de nourriture et d'objets essentiels, ça va se multiplier à toute vitesse. Du coup, c'est quand même dingue de se dire qu'un truc invisible, donc le vent, peut faire vraiment autant de dégâts. Et à l'échelle de la planète, les poches d'air chaud et froid vont se déplacer encore et toujours plus vite. Et ça va niquer
la plupart des écosystèmes. De toute façon, faut être honnête, même les arbres les plus robustes ne vont pas résister très longtemps à un tel vent. Donc ça fait que toutes les forêts du monde vont finir claquées au sol. Les oiseaux seront aussi incapables de voler et par terre, les animaux trop légers vont être balayés. Du coup, ils resteront planqués la plupart du temps et donc ils vont finir par mourir de faim. Comme par exemple les tempêtes Lothar et Martin en 1999. Et si vous étiez né et enfant à ce moment-là, vous vous en souvenez avec un autre nom, puisqu'on les a surnommés la tempête du siècle. Moi, je m'en souviens encore. Les vents étaient extrêmement violents, avec des rafales à 198 km/h. Et rien qu'en France, on a eu des milliers d'arbres qui ont été déracinés, qui ont entraîné des coupures de courant pour 1 million de personnes. Ces dégâts monstrueux ont été estimés entre 8 à 13 milliards d'euros. Et rien qu'en France, on a compté 92 victimes en l'espace de 3 jours. Avec 200 km/h de vent, l'humanité doit apprendre à vivre sans électricité. Vraiment, là, ça va être complicado sinon. Parce qu'en fait, le réseau électrique va subir tellement de dégâts qu'on ne pourra pas le réparer sans cesse, ou il faudra trouver d'autres solutions. Potentiellement, par exemple, les lignes enfouies, sauf que ça prend du temps à être installé et ça coûte très cher. Et quant au nombre de morts, en vrai, ça dépend pas que de la vitesse du vent, mais aussi de l'endroit où il va passer. La preuve en est avec le cyclone de Bola, qui est le plus meurtrier de l'histoire, puisqu'il avait touché l'Inde et le Bangladesh en 1970. Les vents là-bas soufflaient à 200 km/h et en plus de tous les dégâts matériels, ce cyclone a entraîné la mort de 500 000 personnes. Clairement, à l'échelle de la planète, dans notre cas, des vents à 200 km/h, c'est sûr, il y aura des millions de morts. Mais nous allons monter encore d'un cran avec des ouragans géants et des vents, cette fois-ci à 285 km/h. Alors là, je sais ce que vous allez vous dire. Putain, passer de 200 à 285, c'est un peu de la daube. Vous allez voir. Déjà, en 2017, l'ouragan Irma a soufflé à 285 km/h, au-dessus des Caraïbes et des États-Unis. Sachant que c'est à peu près la vitesse de certains TGV. Donc en gros, en 1 seconde, le vent fait 80 mètres. Comme beaucoup. Peut-être d'ailleurs que vous connaissez cette vidéo qui est devenue un mème. Cette vidéo où le gars tente vainement de calculer la vitesse du vent, elle a été filmée pendant l'ouragan Irma, qui a été catastrophique. Par exemple, par endroit, 95% des bâtiments ont été endommagés, notamment dans les Antilles françaises. En Floride, le réseau téléphonique est réduit jusqu'à 80%. Autrement dit, pendant plusieurs jours, c'est quasiment impossible d'appeler ou d'envoyer des SMS. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Des voleurs vont profiter de la tempête pour piller des magasins et faire des cambriolages. Logique. Et la nuit, les coupures de courant sont même visibles depuis le ciel. Mais en 2005, l'ouragan Katrina aux États-Unis a fait encore plus de dégâts. Les vents ont atteint alors 280 km/h, ce qui fait que ça a été considéré comme la catastrophe naturelle la plus coûteuse de toute leur histoire. Ils ont évalué les pertes à 141 milliards de dollars actuels, soit à peu près l'équivalent du PIB de la Tunisie. En plus de ça, les autorités ont mis énormément de temps à réagir, ce qui a donc empiré les dégâts. Par exemple, des prisons entières n'ont même pas été évacuées. Les gardiens nous ont enfermés dans nos cellules et se sont enfuis. Forcément, les détenus ont commencé à péter un câble. Il y en a qui ont essayé de foutre le feu. On est resté enfermés là, pendant des jours, sans eau, sans nourriture, sans rien du tout, même pas d'électricité. Avec les inondations provoquées par l'ouragan, l'eau est montée jusqu'au 2e. Moi, j'ai eu de la chance, j'étais au 3e, mais un de mes amis est mort, noyé, et j'avais tellement faim. J'ai perdu au moins 5 kilos jusqu'à ce que quelqu'un se ramène enfin et me transfère ailleurs. Ce qui fait qu'avec des vents de 285 km/h, non-stop, partout sur Terre, le chaos s'installe. Aucun véhicule terrestre, aérien ou même maritime ne peut se déplacer. Donc impossible de fuir ni même d'envoyer des secours. Impossible aussi de communiquer vu que cette fois, c'est la coupure totale d'électricité. Il n'y a plus internet, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de frigo, et tout ça alors qu'on n'est même pas encore à des vents de 1000 ou même 9000 km/h. Bref, en fait, 285 km/h, c'est la vitesse de la plupart des pires tempêtes, comme par exemple le typhon Type. Type, c'est le plus grand typhon jamais observé. Et à son apogée, il soufflait à presque 300 km/h pour un diamètre de plus de 2000 km. Autrement dit, il aurait pu recouvrir l'Europe ou même les États-Unis. D'ailleurs, regardez cette petite simulation qui montre des dégâts d'un vent à 285 km/h. Alors oui, si vous vous posez la question, oui, à cette vitesse-là, vous pouvez être facilement soulevé par le vent et emporté dans les airs. En fait, votre peau est complètement tirée par la force du vent. Tous les objets, même ceux qui sont les mieux ancrés, vont être arrachés, projetés, déchirés. En quelques instants, il ne restera plus grand-chose. Et de l'autre côté, la planète entière va sombrer aussi dans le chaos. Les océans seront agités en permanence par des vagues gigantesques. En fait, aucun arbre ne peut résister réellement à ça. Toutes les forêts vont être transformées en plaines couvertes d'arbres morts, y compris l'Amazonie. Après toutes les tempêtes horribles dont on vient de parler, il reste encore le typhon Haiyan. Et celui-là, c'est l'un des plus violents jamais enregistrés, puisqu'il avait atteint son intensité maximale au-dessus des Philippines. Et pendant près de 24 heures, les vents ont dépassé les 295 km/h. On a compté alors 10 000 morts rien qu'à la capitale, Tacloban. L'aéroport a été complètement détruit par les vents, des quartiers entiers ont été réduits en miettes. Donc, vous l'avez compris, mais des vents à cette vitesse rendent la vie sur Terre très compliquée. La plupart des bâtiments et des villes sont détruits, tous les immeubles, les gratte-ciels et compagnie sont rasés. Et donc, pour survivre, l'humanité doit aller se réfugier sous terre, puisque à cet endroit, heureusement, le vent ne souffle pas. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'abris souterrains aujourd'hui pour accueillir 8 milliards de personnes.
personnes. À partir de là, on peut s'attendre facilement à des centaines de millions de morts, dans un temps assez court. Mais nous allons voir que ça peut être encore pire avec cette fois-ci des vents à 407 km/h. Alors, il se trouve que le record officiel du vent le plus fort jamais enregistré de toute l'histoire, eh bien, il date de 1996. C'est pas si vieux que ça. Et c'était lorsque le cyclone Olivia est passé sur une île en Australie. On a enregistré alors une rafale de vent à 407 km/h, soit 113 mètres dévalés en une seconde. Mais c'est quand même plutôt aux États-Unis qu'il faut aller pour augmenter ses chances de voir des tornades. D'ailleurs, il existe une très grande zone que vous connaissez peut-être, ça s'appelle la Tornado Alley. Parce que là-bas, les conditions sont particulièrement favorables pour la formation de tornades. Et on en compte près de 1000 par an dans cette zone, soit à peu près 3 tornades qui popent tous les jours. Alors forcément, les habitants ils sont préparés à ça et il y a des mesures de précaution qui sont très strictes. Il faut par exemple des toits renforcés et des fondations bien plus solides qu'ailleurs, ou même des sirènes d'alarme en cas d'alerte. Par contre, c'est impossible d'être vraiment prêt face à une tempête qui, elle, peut souffler à près de 400 km/h. Parce qu'à ce stade, le vent peut refroidir votre corps plus vite qu'il ne produit de chaleur. Vous risquez du coup l'hypothermie, donc votre température interne peut chuter dangereusement. Et là, si vous êtes face au vent, vos yeux sont carrément enfoncés dans leurs orbites. Une telle force peut même briser les os les plus fragiles et provoquer des fractures. Pourtant, ça va pas décourager les chasseurs de tornades. En fait, c'est des gens qui sont passionnés et qui vont traquer des tornades pour les observer, les photographier, faire des expériences, tout ça quoi. Et l'un des plus célèbres d'entre eux, il s'appelle Ronan Nagel. Et lui, il a construit son propre véhicule spécialement pour aller chasser des tornades. Il est doté de pics qui peuvent s'enfoncer dans le sol afin de résister aux vents les plus violents. Le moment le plus effrayant de ma vie est quand j'ai compris qu'on allait enfin se retrouver au cœur d'une tornade. Mes jambes tremblaient violemment en la voyant arriver sur nous et je suis devenu accro. J'ai adoré ce style de vie, la peur, l'adrénaline. Dans ma carrière de chasseur, je pense que je suis allé au cœur d'une dizaine de tornades au total. Mais j'avais confiance dans mon véhicule. Là, vous dites c'est quand même bien chaud tout ça, mais il y a pire que les tornades, puisqu'on parlera bientôt du souffle dévastateur des bombes nucléaires. Mais bon, pour l'instant, il faut savoir, mais dans les années 1930, les États-Unis et le Canada ont été frappés par ce qu'on appelle le Dust Bowl. En fait, c'est une série de tempêtes de poussière géantes qui ont fait énormément de dégâts et qui recouvraient tout de poussière, mais d'une épaisse couche de poussière là où elle passait. Ce qui fait que les cultures étaient détruites, le bétail mourait de faim et de soif, et ces nuages de poussière, ils étaient si épais qu'ils assombrissaient le ciel pendant des jours entiers. En tout cas, ça va entraîner une sorte d'hiver volcanique. Alors normalement, un hiver volcanique, ça arrive quand on a une méga éruption et qui va projeter des nuages de cendres dans l'atmosphère. Ces cendres vont empêcher alors les rayons du soleil de traverser l'atmosphère, donc pendant des mois entiers. Et donc la Terre va recevoir moins de chaleur et va se refroidir. Donc là, c'est ce qui va se passer, sauf que ce sera pas à cause des volcans, mais de la poussière soulevée par les vents. Et donc la température va alors baisser de plusieurs degrés très rapidement. Mais ce n'est pas tout. Faut aussi que je vous parle d'un autre truc, un phénomène extrême. En 1925, les États-Unis ont été frappés par la tornade des 3 États. Et il s'agit en réalité d'une éruption de tornades. C'est-à-dire que plusieurs tornades apparaissent en même temps et au même endroit. En l'occurrence, il y a eu au moins 12 tornades différentes qui se sont générées. Le vent aurait alors atteint parfois 480 km/h à certains endroits. Mais à l'époque, il n'y a pas d'appareil de mesure assez fiable, donc c'est pas un record qui est reconnu. Mais bon, en tout cas, pour la faire courte, des villes entières ont été détruites par cette tempête et des centaines de personnes ont perdu la vie. Donc nous, dans notre cas, avec 407 km/h, là on passe un nouveau cap. En fait, la plupart des matériaux ne peuvent pas résister très longtemps à un vent aussi fort. Par exemple, en France, les centrales nucléaires ont été conçues pour supporter des vents de 200 à 290 km/h. Donc dans notre cas, là, elles s'effondrent littéralement, et avec tous les dégâts que ça peut entraîner nucléaire. Parce que leur destruction va libérer des radiations nucléaires, et le vent va se charger de les transporter un peu partout sur Terre. En plus d'aller hyper vite, ce vent, de tout tailladé, il sera radioactif. Nickel. Bref, le nombre de morts va croître d'une manière exponentielle, et en plus des famines, maintenant on va avoir des radiations et le froid. Mais l'humanité, comme je l'ai dit, peut encore survivre, sous terre, dans des bunkers par exemple. Mais quant à nous, il est maintenant temps de passer un nouveau cap avec 1000 km/h de vent, pour découvrir là un nouveau phénomène. Hop là, on retourne aux États-Unis pour parler cette fois-ci de la plus grande éruption volcanique du pays. Et c'est celle du mont Sainte-Hélène en 1980. À ce moment-là, les conditions sont alors réunies pour que le volcan explose avec une force colossale. Un nuage de gaz, de cendres et de roches en fusion est d'abord projeté à une vitesse de 350 km/h, un peu comme des confettis, un peu partout. Puis ce nuage accélère rapidement jusqu'à atteindre les 1000 km/h, en dépassant même brièvement parfois la vitesse du son, soit 1200 km/h, ce qui correspond à peu près à 3 terrains de foot alignés et qui sont dévalés à chaque seconde. Ces vents déchiquettent la végétation et les animaux sur toute la zone, puis ils continuent leur parcours en baissant progressivement de vitesse. Logique. Et ce qui fait que si vous êtes face à un vent de 1000 km/h, vous êtes projeté dans les airs à une vitesse folle et vous pouvez aller très haut comme ça. En fait, pendant quelques instants, vous pouvez vivre le rêve de l'humanité, voler. Mais c'est pas un vol très contrôlé.
Très rapidement, en fait, vous finissez par être défoncé par tous les débris qui volent autour de vous et par toutes les poussières qui vous arrachent la peau. Mais malheureusement, l'humain a également, comme vous le savez, engendré des souffles aussi destructeurs, notamment avec des bombes atomiques comme Hiroshima et Nagasaki. Parce que lors d'une explosion nucléaire, une grande partie des dégâts est due au souffle, qui peut dépasser les 1000 km/h dans certaines conditions. Et à Hiroshima et Nagasaki, des milliers de personnes sont mortes instantanément, entre autres à cause du souffle de l'explosion. Et dans l'eau, il y a eu quand même des rares survivants à Nagasaki, notamment Sumiteru Taniguchi. J'avais 16 ans à l'époque. J'étais sur mon vélo à quelques kilomètres de l'explosion. L'onde de choc m'a percuté dans le dos. Dans la seconde qui a suivi, j'ai été emporté par un vent très violent de l'ordre de 250 mètres par seconde, soit 900 km/h. J'ai été projeté contre un muret. Alors évidemment, je me suis agrippé pour ne pas être entraîné plus loin. J'ai relevé les yeux et je me suis aperçu que les bâtiments étaient par terre. Tout le monde s'agrippait du mieux qu'il pouvait pour ne pas s'envoler. À ce moment-là, Taniguchi a vraiment cru qu'il allait mourir. Son vélo a été déformé par l'onde de choc et quand il s'est relevé, il n'avait plus aucun vêtement, tout avait été arraché. La peau de son dos était également en lambeaux et si le souffle avait duré un peu plus longtemps, il n'aurait pas survécu. Bref, à 1000 km/h, aucun bâtiment, aucun humain ne peut résister plus de quelques instants. Et d'ailleurs, là, même les structures sous terre risquent de s'effondrer à cause des vibrations qui sont générées par le vent. Donc le seul moyen pour nous de résister, c'est de s'enfoncer très très profondément. D'ailleurs, en vrai, il n'y a même pas besoin de volcan ni même de bombes pour atteindre un vent de 1000 km/h. Parce qu'il existe une théorie et c'est celle des hypercyclones. Et il s'agit d'une catégorie de cyclones extrêmes qui n'a encore jamais été observée. Mais scientifiquement, il pourrait apparaître si la température des océans dépasse les 50 degrés. Et en fait, selon les estimations, les vents d'un hypercyclone pourraient atteindre alors 970 km/h. En gros, ça ressemblerait en quelque sorte à la grande tache rouge de Jupiter, vous voyez. Parce que cette tache rouge, c'est un anticyclone gigantesque qui est à peu près de la taille de la Terre. On pourrait la mettre entière à l'intérieur. Et dans cette tache, les vents peuvent souffler à 700 km/h. Mais plus proche des pôles de Jupiter, le vent irait encore plus vite à 1450 km/h. Bref, en tout cas sur Terre, un vent à peu près de cette vitesse va transformer notre planète bleue en un désert, en un temps vraiment très court. Tout ce qui tenait encore debout est définitivement arraché et détruit et tout finit par être lissé. En fait, le vent et les débris, il y en a beaucoup dans l'air, vont finir par arracher, par user, par frotter et par éroder en fait tout ce qui passe à leur portée. C'est assez fou, mais à ce rythme-là, même les montagnes, même l'Everest vont finir par se lisser, par se réduire et par être aplatis d'ici quelques temps. L'air va être saturé en poussière, il va faire extrêmement sombre et vu de l'ISS, la Terre ressemble à une sorte de grande sphère blanche et marron. En fait, pour survivre, c'est simple, mais les humains doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont pu emporter sous terre. Autrement dit, peut-être pas grand-chose. Donc cette fois, les morts vont se compter en milliards. Mais nous ne sommes pas encore à la fin, puisque dans notre ultime étape, le vent de 9000 km/h va transformer notre planète en brasier. Pour cette dernière partie, on va parler des vents, tout simplement là les plus puissants qu'on ait jamais vus dans notre galaxie. Par exemple sur Saturne, les vents soufflent à 1800 km/h. C'est pas assez. Sur Neptune, la géante bleue, le vent le plus puissant jamais mesuré atteint les 2500 km/h. C'est toujours pas assez. Pourtant, c'est la planète avec les vents les plus rapides du système solaire. Mais le record ultime revient à l'exoplanète HD 189 733b, qu'on surnomme Isis, c'est un peu plus rapide. Et en fait, ce sont des astronomes français qui l'ont découverte en 2005. Depuis, cette planète, Isis, a été pas mal étudiée, car en fait c'est l'une des exoplanètes les plus proches de nous, à peu près 60 années-lumière, voilà. Ce qui fait que si on voyageait à la vitesse de la lumière, il faudrait 60 ans pour y aller. En tout cas, on sait qu'elle est plus grande que Jupiter et qu'elle est bleue. Par contre, attention, à ce niveau-là, c'est pas de l'eau qu'il y a dessus. Non. Déjà, les scientifiques, ils ont réussi à mesurer la vitesse des vents qu'il pourrait y avoir dessus. Et résultat, ils ont calculé que ça pourrait souffler à pratiquement 9000 km/h, soit à peu près 2500 mètres parcourus en une seconde. De notre côté, si la Terre avait des vents à cette vitesse-là, elle serait totalement méconnaissable. À ce moment-là, les montagnes s'usent très rapidement, tout finit par devenir extrêmement lisse, une sorte de désert géant sans relief. La Terre, elle tourne sur elle-même à environ 1600 km/h au niveau de l'équateur, sauf qu'avec des vents de 9000 km/h, ça peut freiner ou accélérer la rotation même de la planète, selon le sens où ça souffle. Par exemple, si le vent va souffler en sens inverse, la rotation va ralentir et les journées vont devenir de plus en plus longues. Par contre, si ça souffle dans le même sens, la rotation va s'accélérer et les journées vont être alors de plus en plus courtes. Mais ce vent surpuissant va aussi mettre la croûte terrestre à rude épreuve. Et ce qui fait qu'à terme, ça peut augmenter le nombre de séismes ou même d'éruptions volcaniques. Et donc, de nouveaux volcans vont apparaître et vont cracher leur magma brûlant. Mais en réalité, en plus de tous ces volcans qui pètent, la température va augmenter encore plus à cause d'un autre phénomène. Parce qu'en 1947, l'Américain Chuck Yeager est le premier humain à franchir le mur du son en avion. 10 ans plus tard, le pilote français André Tourca établit un nouveau record en atteignant 2330 km/h. Il aurait pu aller encore plus vite que ça, pourtant il a dû ralentir parce que certaines parties de son avion commençaient à surchauffer très dangereusement.
dangereusement. Et en fait, le problème vient du frottement de l'air contre l'avion. Parce que plus il va vite, plus il frotte contre les molécules de l'air. Et plus ça va chauffer le matériau en question. Et ça, grosso modo, c'est ce qui se passe avec les étoiles filantes, qui sont dans l'espace et qui vont rentrer dans l'atmosphère terrestre. Et en rentrant dans l'atmosphère, comme elles vont très très vite, ça chauffe contre l'atmosphère. Et en chauffant, ça va faire de la friction, ça les embrase. C'est pour ça qu'on les voit brillantes. Et c'est ce principe-là qui entre en jeu avec des vents de 9000 km/h. Parce qu'à cette vitesse, les molécules d'air vont tellement vite, elles frottent tellement à toute vitesse contre la Terre que ça va la chauffer et la réchauffer énormément. Ce qui fait que naturellement, les températures vont grimper en flèche. Résultat, les océans vont s'évaporer. L'atmosphère va devenir extrêmement humide, ce qui va entraîner un effet de serre et donc l'atmosphère va se réchauffer encore plus. Donc un petit cercle vicieux comme on les aime. À partir de ce niveau, la température de la Terre pourra atteindre plusieurs centaines de degrés. Par conséquent, même la chaleur va augmenter sous la surface de la Terre. Et cette fois-ci, les quelques formes de vie ou même les humains dans leur bunker qui avaient survécu sont anéantis pour de bon. Et si malgré ça, vous pensiez que c'était le max des vents qu'on pouvait atteindre, eh bien dites-vous qu'en 2023, la Chine a inauguré la soufflerie la plus puissante du monde, avec un tunnel capable de générer des vents à 37 000 km/h. Mais on pourrait avoir des trucs encore plus rapides, puisque dans l'espace, il y a ce qu'on appelle des vents stellaires. Et il y a à peu près une dizaine d'années, la NASA a enregistré le vent stellaire le plus rapide jamais observé. Il était alors autour d'un trou noir et ce vent stellaire se déplaçait à la vitesse de 32 millions de km/h. Mais bon, de telles vitesses n'ont jamais été enregistrées sur une planète, impossible de savoir quels seraient les effets. Eh bien voilà pour cette conclusion décoiffante. Bon, si vous avez déjà des anecdotes à propos du vent, racontez-moi ça. Voilà, et sinon, encore merci à EcoFlow d'avoir sponsorisé la vidéo, bien sûr. Je le rappelle, en cas de panne de courant, la Delta 3 Plus prend instantanément le relais pour alimenter vos appareils. Le temps de transfert est de moins de 10 millisecondes, donc tous vos routeurs Wi-Fi, ordinateurs, caméras de surveillance, réseau NAS, etc. continuent à fonctionner normalement. Ça permet par exemple de garantir la sécurité des données stockées dessus, même si vous n'êtes pas sur place. Et vous pouvez même connecter des batteries supplémentaires pour prolonger l'autonomie jusqu'à 5 kWh de capacité. Bref, vous avez ce code-là en passant par le lien en description. Et quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, tout simplement. Bye bye.